Votre magazine est préparé en partenariat avec l'Institut de recherche pour le développement. Bonjour à tous, aujourd'hui on s'installe ici dans le parc forestier pour vous plonger dans l'ambiance des paysages sonores. Sous un nom plus scientifique, on appelle ça l'écoacoustique, c'est l'étude des sons de la nature. Les scientifiques enregistrent les bruits dans les forêts, les maquis ou encore les récifs coralliens pour mieux comprendre ces écosystèmes. Alors on va vous faire écouter différents paysages sonores avec une attention particulière pour les grillons calédoniens. Ces insectes sont en effet particulièrement prisés en écoacoustique, on va vous dire pourquoi. Ouvrez grand vos oreilles, c'est parti. Nous sommes donc installés au parc forestier en compagnie d'Hervé Jourdan, entomologiste à l'IRD. Bonjour. Bonjour. Vous êtes entomologiste, c'est-à-dire que vous étudiez les insectes et en particulier vous les étudiez à travers leur chant. C'est ça. Mon sujet principal sont vraiment les insectes et aujourd'hui, depuis quelques années, on est sur la dimension production sonore des insectes dans les milieux naturels. Alors peut-être avant de parler de votre travail et d'expliquer pourquoi on est ici au parc forestier, on aimerait vous poser une colle. Donc, puisqu'on va parler de paysages sonores aujourd'hui, on a décidé de vous en faire écouter un qui a été enregistré par l'inventeur de l'écoacoustique qui est Bernie Krause, un Américain. Et voilà, on lance ce son qui est tiré d'une exposition qui a eu lieu en début d'année à la Fondation Cartier à Paris. Écoutez. Alors, est-ce que vous avez une idée du lieu où cet enregistrement a pu être fait? Alors, bon, il y a un indice, donc Bernie Krause, a priori, c'est un Américain. Il a ses premiers travaux, il les a fait donc en Amérique du Nord. Donc clairement, c'est pas un paysage tropical. Clairement, c'est pas en Nouvelle-Calédonie. Donc un milieu tempéré, mais je pourrais pas en dire plus. Sans doute, quelque part en Amérique du Nord. Alors pas mal, en fait c'est en Alaska. C'est tourné au printemps en Alaska, au moment où il y a des milliers d'oiseaux qui s'installent pour y passer l'été. Donc on ne vous en veut pas, c'est vrai que vous travaillez sur les paysages sonores calédoniens, donc on est un peu loin de votre terrain d'étude. Alors peut-être expliquez-nous ce que c'est qu'un paysage sonore. Alors un paysage sonore finalement, voilà, par exemple là on est au parc forestier, donc finalement un paysage sonore ça va être composé de trois parties, on va dire. Une partie qu'on appelle la géophonie, qui est en fait le son du vent, de la pluie. Il y a l'anthropophonie, qui est une composante qui aujourd'hui dans les paysages sonores prend une place de plus en plus importante, qui est liée aux activités humaines. Et puis la partie qui nous intéresse, c'est ce qu'on appelle la biophonie. Donc ce sont tous les sons produits par les animaux et qui donnent une couleur à chacun des milieux et qui sont spécifiques de chacun des milieux. Et donc ici, au parc forestier, qu'est-ce qui pourrait caractériser ce milieu? Qu'est-ce qui pourrait caractériser ce milieu? Alors là, en journée déjà, donc là on est en plein jour, ce qui va caractériser, ce sont surtout les chants d'oiseaux. Là, voilà, d'ailleurs, on a, à mon avis, ce sont des perruches là, qui sont passées, des loriquets. Voilà, donc, et si les oiseaux nous laissent font un peu moins de bruit, on va entendre aussi les petits grillons des pelouses, qui aussi constituent un élément très marqueur. Là, je ne sais pas si vous entendez, mais un petit peu là. Quand les oiseaux laissent le silence, on a un petit grillon là, du sol, de la litière là, qui chante un peu. Voilà. Donc c'est l'accumulation de ces différents organismes qui produisent des sons qui nous donnent une spécificité de paysage. Et alors donc il y a une science qui s'appelle l'écoacoustique qui porte sur l'étude de ces paysages sonores. En deux mots, alors l'écoacoustique, c'est ça, c'est enregistrer toute la gamme des fréquences dans lesquelles les sons sont produits et en fait de caractériser chacune de ces fréquences, de regarder comment chacun des animaux occupe quel type de fréquence, comment l'espace sonore, on va parler d'un espace sonore, comment cet espace sonore est occupé par les différents animaux et qui va nous donner une signature spécifique à chaque habitat. Voilà, c'est un peu, et donc l'écoacoustique, c'est donc de représenter cet espace sonore en une biodiversité. C'est traduire cet espace sonore en une biodiversité.
Et alors, pourquoi est-ce que c'est une méthode qui est intéressante ici en Nouvelle-Calédonie, ou qu'est-ce qui caractérise la Nouvelle-Calédonie dans cette science? Alors, l'intérêt en Nouvelle-Calédonie, mais ça dépasse la Nouvelle-Calédonie, on va dire, aujourd'hui à l'échelle mondiale, c'est vraiment une science qui explose, parce qu'en fait, nos moyens techniques aujourd'hui nous permettent d'avoir des enregistrements de qualité et nous permettent d'avoir une standardisation et d'avoir un suivi sur des pas de temps qui peuvent être longs et de nous donner très rapidement une indication sur la biodiversité. C'est-à-dire que en général, quand on est entomologiste, on va sur le terrain, on échantillonne des insectes, il faut revenir au laboratoire, il faut les identifier. Là, l'intérêt de l'acoustique, vous mettez des enregistreurs, vous captez une ambiance et directement, vous pouvez assez rapidement avoir des indications plus rapidement et de façon plus standardisée que des échantillonnages. Même si ces échantillonnages ont toujours du sens, ça apporte une capacité diagnostique plus rapide. Justement, vous parlez d'installation de capteurs sonores, d'enregistrement de grillons. Alors on vous a suivi dans une de vos missions de terrain, où vous êtes parti à la recherche du grillon. On suit ça tout de suite en images grâce à un reportage de Guillaume Clerc. Dans cette forêt du Mont Kogi, Hervé se lance dans une chasse un peu particulière. Là, on cherche des grillons. Des grillons qui chantent. Ce n'est pas par hasard si Hervé s'intéresse aux grillons. C'est parce qu'ils ont un rôle très important dans les forêts. Ce sont des insectes qui vont participer au cycle de la matière, ils vont manger la litière, ils vont mobiliser la matière organique qui va re-rentrer dans les sols, etc. Mais surtout, en fait, ils sont très nombreux et ils sont souvent la proie de nombreux autres insectes. Et donc, en fait, avoir une communauté de grillons qui occupe tout l'espace de la forêt avec chacun sa taille, sa spécificité, va être important pour le fonctionnement global de la forêt. Dans cette forêt, la présence de nombreux grillons est donc un signe de bonne santé. Mais ils ne sont pas si faciles à attraper. Ah la vache, il était à 3 cm de moi. Mais patience et longueur de temps finissent toujours par payer. Bon alors ça, si je dis pas une bêtise, je laisse, viens te montrer. Alors ça c'est un petit mâle de Boulita, et les Boulita donc c'est un groupe de grillons endémiques de la Nouvelle-Calédonie. Et en fait c'est eux qui font la majorité du son qu'on entend tout autour de nous. Et donc ils sont très nombreux dans la litière, et donc c'est les différents mâles qui chantent. Ce chant correspond au frottement des ailes des mâles pour attirer les femelles. Quand on tend l'oreille, cette forêt est donc une gigantesque scène de drague. Un joyeux capharnaüm qui intéresse particulièrement Hervé. Et en fait, ce bruit ambiant, basé sur le chant des grillons, peut nous donner une information sur le type de la forêt dans laquelle on se trouve, de par la présence de différents grillons, certains qui vont chanter au niveau de la litière, d'autres qui vont chanter au niveau de branches basses, d'autres au contraire qui vont dans la végétation intermédiaire, et puis d'autres enfin qui vont être dans la canopée. Et donc on va avoir un étagement de différentes espèces de grillons qui vont chanter à différents postes de chant et qui vont créer un bruit général de la nature. Et ce bruit général de la nature, on peut parler d'un paysage sonore. Et ce paysage sonore va nous renseigner sur la qualité de la forêt. Écouter le son de la forêt pour dire si elle est en bonne santé, voilà le pari d'Hervé. Et pour cela, il n'est pas venu les mains vides. Voilà 4 ans qu'il installe inlassablement des micros en forêt. Ces appareils sont programmés pour enregistrer des intervalles de 2 minutes chaque 28 minutes et capturer la vie qui grouille autour d'eux. Un enregistreur de la sorte va enregistrer dans un rayon d'une centaine de mètres autour de ce point. Et donc pour avoir la meilleure représentativité, on va installer plusieurs de ces enregistreurs à une centaine de mètres de distance les uns des autres pour pouvoir se donner la chance d'échantillonner vraiment
le son de la forêt et avoir une représentativité des espèces réellement présentes. Donc ça va nous enregistrer tous les chants de tous les animaux qui chantent de jour comme de nuit dans cette forêt. Deuxième étape, direction le laboratoire à Nouméa. Jérémy y a fait son doctorat sur le chant des grillons. Il a enregistré une 50aine d'espèces qui chantent dans notre pays et il est désormais capable de reconnaître chacune d'entre elles sur ordinateur. Donc là ici on a le chant du grillon qui défile, donc c'est la réalisation d'une petite stridulation. Donc là quand il y a les courbes bleues, c'est donc quand il y a l'émission sonore, et on voit ici sur cet axe, donc c'est la fréquence. Donc notre grillon là qui est un boulita va chanter à peu près dans les 5 kHz, donc il est entre 5 et 6000 Hz, donc c'est la fréquence d'émission qui va caractériser, définir cette espèce. Durant 4 ans, Jérémy a ainsi répertorié le son de chaque espèce de grillon. Ces données précieuses permettent à l'IRD de récupérer les enregistrements réalisés en forêt, puis de les analyser finement et de différencier précisément dans le bruit ambiant de la forêt chaque espèce de grillon en fonction de son chant. Et puis on voit effectivement sur ce plan en fait l'étagement des différentes fréquences et là où chantent des grillons. Et là on peut voir effectivement, je sais pas jamais, là, toi tu comptes 4 espèces. Il y a 4 espèces. On peut voir les différentes espèces. Ouais. Il y a 4, à ce moment-là il y a 4 espèces qui chantent. Voilà, on a ici une espèce qui a un chant qui s'étale, qui est très long, avec une fréquence beaucoup plus basse, on est vers les 4 kHz, et on a une autre espèce avec un chant très court. Qui est sur les 3. Et on a plus haut donc les espèces aussi très emblématiques de la litière calédonienne, donc c'est les fameux Agnothécus avec des chants très haute fréquence, très forts, très longs. Donc on a vraiment cette séparation des espèces en fonction de leur fréquence, et même on peut voir un peu plus en détail une séparation des individus, donc qui doivent rester audibles par rapport à la femelle, même donc ils se séparent très légèrement sur les fréquences pour rester audibles. Aujourd'hui, cette reconnaissance n'est possible que grâce à l'œil expert de Jérémy. L'ordinateur est encore incapable de faire ce travail seul. Leur rêve à tous les deux serait d'automatiser cette reconnaissance pour avoir un baromètre permanent de la santé de la forêt. Et pourquoi pas, imaginer, être à l'écoute en temps réel de l'ensemble du pays. Ici, au niveau de ce paysage, on pourrait imaginer qu'on puisse mettre en place dans chacun des types d'habitats, la forêt, le maquis, la mangrove, et pourquoi pas sur le récif, mais cette fois-ci avec d'autres types de boîtiers et des hydrophones, eh bien, avoir un suivi en continu de l'ambiance sonore, qu'on pourrait, un espèce de tableau de bord qu'on pourrait avoir sur nos ordinateurs en continu à l'IRD, et pouvoir suivre et détecter des perturbations de l'environnement, des perturbations sur lesquelles on pourrait envisager d'agir ou pas, mais en tout cas avoir en continu et de façon standardisée l'image de la biodiversité à travers ces sons, et donc être en mesure de réagir au plus vite face à des perturbations émergentes par exemple. On est de retour à Nouméa, dans le parc forestier. Donc c'est un des rares endroits dans cette ville où on entend comme ça surtout de la nature. Pas beaucoup d'insectes ni de grillons, parce qu'on est de jour, vous nous l'avez dit tout à l'heure. Voilà, c'est ça. Là, la journée, c'est le temps des oiseaux. Donc ce sont eux qui font le plus de production sonore. Mais quand ils s'arrêtent un petit peu, on perçoit quand même quelques grillons diurnes. Même si effectivement la majorité des grillons sont nocturnes, et c'est là effectivement que tout l'intérêt de ce groupe en tant que marqueur des habitats va prendre toute sa mesure, c'est la nuit. Mais effectivement de jour, venir au parc forestier, c'est avoir une jolie ambiance sonore de milieu naturel. Alors vous parlez des grillons, moi je ne les entends pas. Dans le reportage, on voit justement votre collaborateur Jérémy Anceau en train d'enregistrer en grillon, parce que c'est la connaissance de son chant qui permettra de le reconnaître ensuite. Est-ce que c'est difficile de reconnaître à l'oreille un grillon dans un paysage sonore En fait, toute question, c'est une question d'expérience, en fait, d'acquisition effectivement d'une base de données de chants. Et une fois que vous avez commencé à enregistrer ces chants, effectivement, ça devient plus facile à reconnaître. Et aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, quand on décrit une espèce de grillon, au-delà de ses caractéristiques morphologiques, mensuration, coloration, etc., on a aussi le chant qui est
une référence. Et aujourd'hui, dans toute description d'espèces chantantes, on décrit son chant, les caractéristiques de fréquence, etc. Et c'est un élément fondamental de description d'espèces, à tel point même que certaines espèces qui sont difficiles d'accès dans la canopée ont été décrites simplement à base de leur chant. On ne connaît pas du tout ce qu'elles sont morphologiquement, à quoi elles ressemblent, mais on a leur chant et elles ont un nom et elles sont connues par le chant. Et donc quand vous faites de l'acoustique, vous pouvez retrouver cette espèce-là et la reconnaître, même si on ne sait toujours pas à quoi elle ressemble. Alors justement, en fait, depuis 2005, je crois, il y a une sonothèque au Muséum d'histoire naturelle à Paris. Donc c'est vraiment, c'est ça, un lieu qui collecte tous les chants de plus de 15 000 espèces, je crois. Et donc vous avez enregistré des espèces ici en Nouvelle-Calédonie, vous et vos collègues, et les sons sont aujourd'hui stockés dans cette sonothèque. Tout à fait. À l'occasion du travail de thèse de Jérémy, qui a donc été pour nous le travail fondateur sur cette question de l'acoustique, dans le cadre de son travail, on a décrit de nouvelles espèces, une vingtaine d'espèces, et parmi cette vingtaine d'espèces, il y en a une dizaine qui étaient nouvelles pour la science, et on les a enregistrées. On a décrit ces chants-là et on les a déposés dans la sonothèque et ça devient la référence, le chant référence pour ces espèces. C'est-à-dire toute personne qui à l'avenir voudra avoir un peu des informations et savoir à quoi ressemble le chant pourra se référer à ces séquences qui sont un peu, on va dire entre guillemets, l'équivalent d'un maître étalon. En fait, c'est l'étalon de la signature sonore des espèces qui ont été récemment décrites. Et donc, à terme, ce qu'on espère pouvoir faire, c'est avoir effectivement l'ensemble des espèces calédoniennes enregistrées, donc avoir une base de données complète qui sera effectivement déposée au muséum et qui sera en accès libre pour tout à chacun. Alors on va justement vous faire écouter deux sons qui sont aujourd'hui stockés à la sonothèque. Alors le premier, c'est celui d'un grillon calédonien qui est un des grillons qui a le chant le plus aigu. On écoute tout de suite. Alors quelle est la particularité de ce chant? Alors la particularité de ce chant, c'est là on arrive à l'entendre, mais lorsqu'on est dans la nature, ce chant n'est pas audible pour l'oreille humaine. Là en fait c'est un chant qui a été ralenti, et donc on peut le percevoir. Mais dans la nature effectivement ce chant il est à 39 MHz, donc c'est le chant actuellement le plus haut connu en fréquence pour une espèce de grillon, donc c'est un record mondial. Et en fait c'est un son qui est émis dans les ultrasons, et donc qui n'est pas audible pour l'oreille humaine. Du coup, vous avez un jour trouvé un grillon et il ne chantait pas et vous vous êtes dit il doit bien quand même produire un son et vous avez écouté son chant. Tout à fait, en fait on a trouvé ce grillon, on voyait bien qu'il avait des structures pour chanter, on voyait effectivement produire des frottements, mais on n'entendait rien. Et du coup, avec nos collègues du muséum, on a envoyé des individus au muséum. Ils ont une chambre acoustique et il a été enregistré dans la chambre acoustique avec des micros qui permettaient et des capteurs qui permettaient d'aller dans l'ultrason. Et donc on a pu décrire ce chant qui n'était pas audible. Alors depuis aussi, dans la nature, on arrive à le retrouver parce qu'effectivement on peut installer aussi des capteurs qui permettent soit d'enregistrer dans l'audible, soit dans les ultrasons. Et donc aujourd'hui, avec des capteurs ultrasons, on arrive à tracer la présence de cette espèce dans la nature. Alors je vous propose maintenant d'écouter un deuxième son. Là c'est une cigale, une grosse cigale. On écoute. Alors pareil, peut-être vraiment en deux mots, cette cigale, c'est quoi ses caractéristiques? Cette cigale s'appelle Canakia typica, donc qui est une des plus grandes cigales présentes en Nouvelle-Calédonie. C'est une cigale qui fait 5 bons centimètres, donc c'est vraiment une grosse cigale. Et c'est une cigale qui marque les milieux forestiers, mais qui n'est présente qu'une petite partie de l'année, qui va être là entre, disons, décembre et février. Et donc, si dans le reportage on a montré qu'effectivement les grillons sont importants, les cigales sont une autre composante importante de la biophonie de la Nouvelle-Calédonie, mais très saisonnier. Et
aujourd'hui, on privilégie les grillons parce que les grillons ne sont pas saisonniers, ils sont là toute l'année et peuvent nous donner une signature ou une information toute l'année, contrairement aux cigales. Mais les cigales, ce qu'il faut savoir, c'est vraiment une composante spécifique de la Nouvelle-Calédonie parce qu'on a sans doute un des territoires au monde où on a la plus grande richesse de cigales. Aujourd'hui, on estime qu'on a 110 espèces de cigales, c'est quasiment 8% de la faune mondiale des cigales, donc c'est vraiment quelque chose de très spécifique. Bon, on a commencé avec les grillons, on va sans doute aller sur les cigales parce que c'est quand même très spécifique, mais aujourd'hui c'est un groupe qu'on n'a pas encore investigué, mais qui est très spécifique de la Nouvelle-Calédonie. Alors là, on parle plutôt d'espèces. Maintenant, on va revenir sur ces questions de paysages sonores et on vous propose d'écouter 3 paysages sonores. Alors soyez bien attentifs parce qu'entre le deuxième et le troisième, les différences sont très ténues. Et puis ensuite, on écoutera un milieu qui est perturbé par la fourmi électrique. Donc qu'est-ce qui explique ces différences de paysages sonores en fonction des milieux? Eh bien en fait, chacun de ces habitats, chacun de ces milieux est caractérisé par un assemblage de grillons. C'est-à-dire qu'on a des grillons qui sont spécifiques au maquis, on a des grillons qui sont spécifiques au milieu paraforestier, et on a des grillons qui sont spécifiques à la forêt. Alors on a aussi quelques-uns qui se retrouvent, qui passent qui sont dans le maquis, qui sont dans le paraforestier, du paraforestier à la forêt. Donc en fait on a une succession en fait. On a travaillé sur ces paysages-là parce qu'en fait ils sont représentatifs de la succession naturelle des milieux du sud de la Nouvelle-Calédonie. Donc quand il y a une perturbation, on a un maquis qui va s'installer, il y a une faune qui va s'installer dans ce maquis, puis du maquis on va passer à un milieu paraforestier, et là on va avoir une nouvelle communauté qui va s'installer, et ensuite quand le milieu évolue, on va passer à la forêt où il y a une nouvelle communauté qui va s'installer, et en fait, de par l'enregistrement, on peut avoir l'idée de cette spécificité, du nombre d'espèces qui sont présentes, et ça nous constitue une référence. Et à l'avenir, donc ces milieux-là, on les a choisis parce qu'ils étaient très caractéristiques de chacune des modalités. Et nous, ça nous fait une référence sur laquelle on peut s'appuyer et on peut aller explorer d'autres maquis et avoir une idée de est-ce que c'est un maquis en bon état, altéré ou pas, de par cette sélection de sites qui étaient très très représentatifs et qui étaient représentés par une communauté qui leur est propre. Donc, une donc étaient des sites là qui étaient, qui étaient en bonne santé du coup, qui étaient représentatifs, qui sont plutôt, voilà, c'est-à-dire qu'avant de faire l'acoustique, on a fait des inventaires classiques pour être en mesure de qualifier l'état. Avec des collègues botanistes, on a caractérisé d'un point de vue botanique, et puis des inventaires classiques pour voir quelles faune étaient présentes. Et à partir de cette image-là, on s'est dit, voilà, ce sont des habitats vraiment représentatifs des états de chacun de ces milieux. Et donc, on est allé faire un peu nos états références dans ces habitats-là. Et alors, du coup, le dernier son, on n'entend rien. C'est ça, et effectivement. Et alors, là aussi, un intérêt de l'acoustique, c'est qu'on peut détecter des perturbations. En l'occurrence, il s'agit d'un milieu qui a été très fortement envahi par la fourmi électrique. Et en fait, lorsque la fourmi électrique entre dans une forêt, eh ben, elle va éliminer un certain nombre d'insectes, et pratiquement tous les insectes, notamment les grillons. Et donc l'absence de grillons se détecte par ce silence. Et donc voilà, on a de façon auditive l'image de cette perturbation, donc de cette fourmi qui progresse et qui élimine la biodiversité des forêts. Et du coup, ça veut dire que ces références en son peuvent être un outil après pour... comment finalement c'est un indicateur de... Alors, on peut utiliser ça pour protéger la biodiversité, disons. Alors effectivement, ce qu'on a mis en place avec ce travail pionnier, c'est un peu des éléments de référence qui nous indiquent que dans le contexte de la Nouvelle-Calédonie, effectivement, l'acoustique peut nous donner une idée d'un état de la biodiversité
Alors on l'a fait dans quelques habitats, donc c'est très prometteur. C'est-à-dire qu'on a une capacité à caractériser des états de la biodiversité. Maintenant, ce qui nous manque, c'est d'aller plus loin, d'affiner un peu cet indicateur, mais on peut imaginer dans un moyen terme, effectivement, avoir la possibilité de détecter des perturbations, de détecter des habitats qui seraient en meilleur état les uns que les autres. Voilà. Donc en fait, le travail qu'on a fait là nous permet de montrer qu'il y a un potentiel très fort pour l'acoustique, pour faire des suivis de biodiversité dans le contexte de Nouvelle-Calédonie. Donc vous nous avez bien expliqué ce que c'est que l'écoacoustique. On voit que c'est effectivement important pour suivre l'évolution de la biodiversité à un moment où quand même les milieux peuvent être transformés, voire très perturbés. Je crois que Bernie Krause, qu'on a entendu, on a entendu des sons en début d'émission, il estime que la moitié des enregistrements de paysages sonores qu'il a fait depuis les années 60, la moitié des paysages ont disparu. Donc est-ce que l'écoacoustique, c'est aussi une façon de garder une trace d'une nature qui se transforme ou qui disparaît ? Tout à fait, à l'image des méthodes classiques en écologie où on fait un échantillonnage d'insectes ou d'animaux et qu'on va mettre en collection et qui sont des témoins d'un état de la biodiversité à un moment donné, eh bien les enregistrements et leur archivage que permettent aujourd'hui les moyens modernes comme la sonothèque permettent effectivement d'archiver, de documenter un état de la biodiversité à un moment donné et de voir dans 30, 50, 100 ans voilà, comment ça a évolué et quelle était finalement la biodiversité. Et effectivement, ce qui est important à retenir, c'est qu'effectivement, on est dans une époque de crise majeure de la biodiversité. Il y a une demande très forte de pouvoir qualifier ces pertes de biodiversité, une demande très forte pour suivre ces pertes de biodiversité. Et effectivement, aujourd'hui, l'état de nos connaissances n'est pas exhaustif. On ne peut pas, et on n'aura certainement pas le temps de tout documenter avant que un certain nombre de milieux ou d'espèces disparaissent. Et l'acoustique permet d'avoir une information alors qui va être plus ou moins fine en fonction de la connaissance qu'on a, mais qui va nous indiquer des états, une quantité de sons qui va nous renvoyer une quantité de biodiversité et qui pourra, lorsque malheureusement certains habitats auront disparu, on aura quand même des informations sur ce qu'était cette biodiversité avant ou éventuellement aussi pour la restaurer. Alors on arrive au bout de cette émission, donc merci beaucoup d'avoir répondu à toutes nos questions. Et je vous donne rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle émission de Au cœur des sciences.